Bonjour et bienvenue à votre nouveau podcast préféré, Revue le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Joseph Ali de la chaîne du Connard et on parle de films d'ado. Et j'imagine que ça commence maintenant. Donc, Joseph, aujourd'hui, film d'ado. Les films d'ado, pour les gens de notre génération, avaient énormément de place dans le milieu cinématographique. C'était un genre en soi qui existait. On se déplaçait au cinéma pour aller voir les films d'ado. Là. C'était... C'est doublement vrai dans le sens où le film d'ado, en moi qui en ai écrit un en plus il y a pas longtemps, euh, je trouve que effectivement nous notre génération, ça fonctionnait parce que quand t'étais petit, disons 10 ans, t'aimais bien regarder les trucs qui concernaient en fait, tu sais, les plus âgés au collège et au lycée. Quand tu avais 15-16 ans, tu t'identifiais littéralement à ce que tu voyais. Et surtout toi et moi qui venons de milieux scolaires un peu différents que celui en France, moi je m'identifiais carrément, tu vois, quand je regardais, moi j'étais boursier par rapport au sport, chose qui n'existe pas en France. Et je m'identifiais beaucoup, tu vois, le capitaine de l'équipe de foot, tous ces trucs-là, c'était vraiment des trucs auxquels nous, on pouvait s'identifier. Et quand tu étais jeune adulte, ça faisait toujours plaisir d'avoir cette petite nostalgie. Comme jusqu'aujourd'hui, je pense que toi comme moi, on regarde encore avec grand plaisir des films comme Breakfast Club, Pop Up the Volume, tout ça, tu vois. Ouais, les films les John Hughes et les films des années 90 qui étaient très 90 avec le côté rebelle, avec le côté grunge un peu, avec tout ça. Et moi, je me souviens qu'à mon époque, ce qui était frappant quand ces films-là sortaient, c'est que moi, j'étais un jeune qui habitait dans une banlieue nord-américaine. Mais la banlieue nord-américaine, c'est pas la banlieue française. Là. La banlieue nord-américaine, faut que je l'explique aux gens encore une fois, c'est les gens de la classe moyenne ouvrière qui habitent dans des banlieues. C'est ce qu'on appelle low middle class jusqu'à upper middle class. T'as des banlieues pour ces gens-là. Tout le monde a son petit bungalow et tout le monde a sa piole. Deux voitures dans le driveway et la cour arrière. Je pense que étymologiquement, le mot suburbs en anglais Ouais, c'est ça. définit mieux. Vaut mieux le traduire étymologiquement pour qu'un francophone comprenne. Suburbs, ça veut dire juste en dessous de la campagne. Suburban. Ouais. Donc, t'es pas encore dans l'urbain, mais c'est comme quand tu habites à Fontainebleau, quand tu habites pas la banlieue comme vous entendez, banlieue cité, Nous, on mais appelle ça le plutôt ghetto. banlieue La pavillonnaire. cité, on appelle ça le ghetto. Fait que, ouais. En Voilà. tout cas. Mais, Quand tu viens d'une banlieue en France, t'évites de le dire à un entretien, mais quand tu habites in the suburbs, tu l'assumes totalement. c'est que ça fait partie de la vie. Tu sais, mes parents travaillaient en ville, habitaient en banlieue, quoi. Habitaient en suburbs. Macaulay Culkin, le film là, Home Alone, Maman, Maman, j'ai j'ai raté raté l'avion. l'avion, c'est de la suburbs, quoi. C'est des belles maisons qui C'est se de la ressemblent suburb tous en comedy. rang. Maintenant, on appelle ça des villes dortoirs, si tu veux. Là. Mais en tout cas. Et moi, c'était marquant quand j'étais jeune de voir que dans tous ces films-là, ces gens-là venaient souvent du même milieu que moi, quoi. Ça représentait le milieu dans lequel je vivais, quoi. Leur école ressemblait à mon école. Leur terrain de foot derrière ressemblait à notre terrain de foot. Ça ressemblait à notre terrain de baseball. Ça ressemblait à notre patinoire. Tout ressemblait à la vie que je vivais. Fait que j'avais un sentiment d'inclusion assez... moi puis mon privilège de mec blanc, là, j'en profitais à fond, là. Il faut. Et, Il faut. et je comprends très bien que c'était pas la réalité de tout le monde, mais les histoires qui étaient racontées dans ces films-là posaient des questions sérieuses. On ne traitait pas les adolescents comme des débiles profonds. Que vous écoutiez Pretty in Pink, Breakfast Club, pour moi, est un des meilleurs exemples. On a 4 adolescents de 4 milieux différents. 5 adolescents de 5 milieux différents. Le sportif, la princesse, le rebelle, la gothique un peu tata.
et le Nerds. Et en l'espace d'une heure et demie, tu passes à travers tous les questionnements de leur vie, qui ils sont, comment ça va chez eux. Tu sais, quand tu regardes ça, c'est vachement profond pour un film pour adolescents, OK? Mais c'était vendu comme une comédie, mais ça l'était pas. C'était une comédie très dramatique pour moi. Maintenant, quand je la C'est, regarde avec c'est- des yeux d'adulte, quand je regarde ce film-là avec des yeux d'adulte, c'est pas une comédie, là. Il y a des moments drôles, mais c'est pas une comédie, là. Mais je sais pas si tu te rappelles le moment où le rebelle Rock il s'ouvre Ouais. à Molly Ringwald. Ce que j'ai eu pour Noël, c'est une cartouche de cigarette puis un coup de pied dans le cul, quoi. Je trouve que non seulement c'est bien écrit, mais en plus c'est filmé à te concerner. Moi, quand j'étais plus jeune, même, il y avait une dimension réflexion dans ce film-là, réflexion sociale, sociétale. Et c'est vrai que c'est une des premières fois de ma vie où j'ai réalisé que l'école permettait une certaine mixité, en fait. C'est là qu'on rencontre, oui, c'est tous des personnages blancs, mais c'est tous des personnages qui viennent de couches sociales différentes, de milieux différents. Et ça, tu sais pas. La morale de ce film, c'est que tu sais pas avec qui tu vas à l'école. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils passent à travers à tous les jours quand ils se lèvent le matin. Tu connais pas leur milieu familial. Tu connais pas. Tu sais jamais ce que les gens ont dans la tête. Et ça marche pour les adultes aussi. Quand tu vas au Exactement. travail, tu connais pas les problèmes de la vie de chacun, tu connais pas le background de chacun, tu sais pas pourquoi une personne. Tu sais, des fois, on arrive au travail, on dit putain, quel gros con celui-là. Tu sais pas pourquoi il est devenu un gros con. Tu vois Exactement. ce que Mais il je y a veux dire? souvent une raison. C'est de la même manière, tu vois, l'ado rebelle qui. Moi, justement, ce qui m'a plu dans Breakfast Club, comme tu en parles, c'est que les deux personnages masculins forts, c'est-à-dire le sportif et l'ado rebelle, je me retrouvais totalement en eux. C'est-à-dire que j'arrivais littéralement à je faisais des choses, tu sais, aller fumer dans les toilettes, ce genre de trucs-là. Je voyais littéralement ça dans le film, tu vois. Donc, moi, je ne l'ai pas vu en 85 quand il est sorti, je dû le voir en 87, 88. Mais ça correspondait vraiment à ce que je voyais et vivais au quotidien. Donc, Et, voilà. et tu vois, Breakfast Club est le film de John Hughes qui, selon moi, représente le mieux sa période John Hughes, là, parce qu'il y a eu Sixteen Candles, Pretty in Pink, qui sont des films beaucoup plus pour le public féminin, mais qui ont quand même une morale assez, tu sais, c'est un truc qui sera repris dans maintes et maintes films, le rebelle ou le beau gosse qui sort avec la fille un peu artsy, artistique, etc. Ça va être repris dans plein de trucs par Ben, après. C'est plus des c'est comédies un peu, romantiques que des- c'est un peu le côté La Belle et le Bad Boy, tu vois. C'est ça. Donc, que t'avais même déjà des prémices de ça quand tu regardes ce que Coppola fait avec Outsiders, Rusty James. T'avais déjà des prémices de ce genre de choses-là, mais il est vrai que pour moi, John Hughes de cette période, le John Hughes de Ferris Bueller's Day Off, euh, c'est, pour moi, c'est le meilleur John Hughes. Et c'est à chaque fois des films aussi où, tu sais, comme Ferris Bueller est un bon exemple de se rebeller. Dire, putain, mais moi, la vie de mes parents, j'en veux pas. Ce qui Je veux était pas être un notre coach. génération, la génération X, nos parents, c'était des boomers. On a été la génération qui a dit, nous, la vie de nos parents, on n'en veut pas. On veut pas être protestataire, on veut pas être... moi, 67, je m'en bats les couilles, vous pouvez vous le rouler Complet. serré, je m'en tape. C'était l'époque où on disait, mais allez chier. Mais on disait allez chier au système. Pas à des gens, pas à une idéologie politique. On disait allez chier à tout le monde. Là. Les années 90, c'est ça. La génération X, là, notre motto, c'est on s'en fout. T'sais, C'est ça. et c'est là qu'on arrive à Pump Up the Volume, qui est le film le plus... Jamais aujourd'hui tu refais Pump Up the Volume. De toute façon, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je vais le revoir parce que comme je te l'avais dit, je vais très probablement faire une rétro du connard dessus. Euh,
honnêtement, je l'ai revu. Ça sert à rien de le refaire. Juste faites un master 4K et ça ira. Ça sert à rien parce il est toujours aussi actuel. Tu remplaces la station de radio par une station radio internet Ou par YouTube, ou TikTok, ou Insta, ou ou... whatever, tu vois. C'est ça. Et tu as exactement ce qui pourrait arriver demain. Surtout maintenant avec les swatters, tu sais, Ouais, on t'envoie les keufs n'importe comment chez toi. ouais. Aujourd'hui, ça, c'est... Et Pump Up the Volume était tellement visionnaire, mais tellement visionnaire dans son propos sociétal, dans... Il y a ce film, pour moi, ça va sembler paradoxal, mais dans mon top 3, il y a Pump Up the Volume en 1, Breakfast Club en 2, et un film que tout le monde a oublié qui s'appelle en anglais The Nerds et en français, je crois, Les Tronches. Ouais. Qui est ça, c'est une vraie comédie géniale. Ouais, c'est génial. C'est mon troisième. Les tronches, on va dire les 3 premiers tronches. Les 3 premiers The Nerds. Après, ça part en sucette, ils partent en vacances. C'est bizarre. De toute façon, comme beaucoup de films, ça, je le dis aux gens, quand dans le 1 et le 2, ils sont en général au même endroit, si vous voyez que le 3, c'est en vacances, dites-vous que on n'avait plus rien à dire et on les envoie à Miami. Exactement. Voilà. Mais tu sais, moi, Mais aujourd'hui, oui, j'essaie toujours de transposer certaines choses. Tu sais, on va en parler plus après avoir parlé d'autres films, mais le propos de Pump Up the Volume est aussi pertinent. Là. En le regardant il y a 2 semaines, je crois que je l'ai revu. En le revoyant, là, je me disais, il est aussi pertinent l'année qui est sortie qu'aujourd'hui, en 2024. Son propos est d'une une pertinence absolue. Là. Ce film-là n'a pas vieilli, malgré la technologie, n'a pas vieilli d'un jour là, dans le propos. Parce que les adolescents d'aujourd'hui font face à des problèmes similaires avec l'influence des médias sociaux, etc. Ce que nous, on n'avait pas. Nous, c'était l'influence, c'est peut-être de performer à l'école, de performer dans le sport, de réussir, d'atteindre, d'être accepté à l'uni, de faire ci, de toujours avancer dans la vie. Là. D'être populaire déjà dans ton collège, dans ton Exactement. lycée. Aujourd'hui, les valeurs, quelque part, elles sont juste extrapolées. Mais parce qu'aujourd'hui, ben, il faut non seulement que tu sois populaire dans ton collège, mais il faut aussi que tu sois populaire sur ton réseau social. Exactement. Ton nombre de likes, ton nombre d'abonnés, ton nombre de l'influence que tu peux avoir sur les autres, ça doit Mais être... il a un monologue à un moment donné, Christian Slater, dans Pump Up the Volume. Ben, je crois que c'est le deuxième monologue où il se lâche un peu, enfin où le dialoguiste s'est lâché surtout. Euh, et dedans, il expose bien cette espèce de valeurs, de fausses valeurs liées à la popularité dans le milieu dans lequel on évolue. Et il a un monologue, c'est pas un monologue d'ado. De toute façon, quand tu vois le personnage de Christian Slater, si on te dit pas, les réflexions qui sortent de sa bouche sont des réflexions d'adultes, ce qu'on verrait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois des films d'ados comme celui dont tu as parlé, Uglies, ce qu'on leur met dans la bouche, c'est de la merde. Ouais, c'est horrible, putain. C'est horrible. C'est ça. Et là, un autre film qui est sorti la même année que Pump Up the Volume, mais qui va réveiller la masse, je pense, sur une autre réalité sociale sur laquelle on n'était pas au courant. Et juste pour dire, la bande-son de Pump Up the Volume, moi, je la trouve géniale. Là. N'importe qui fait découvrir à une génération complète Leonard Cohen, moi, je le respecte pour ça, merci. Everybody Knows de Blondie, Ouais. tu pètes un plomb. C'est fou, quoi. Un Et plomb. ouais, il y a une chier de chansons qui sont incroyables là-dessus. Et parallèlement à Pump Up the Volume, sort un autre film qui, pour moi, a autant d'importance, qui va être... je crois que c'est le premier film de John Singleton qui va ouvrir les yeux un peu à l'Amérique, en tout cas au monde entier, sur la réalité du ghetto aux États-Unis, parce qu'on n'avait pas eu vraiment de film là-dessus, et c'est Boys in the Hood. Ah, attends juste une seconde. Putain. Vas-y, vas-y. Je te rappelle, je suis en podcast. Ciao.
Excuse-moi, putain. Et le film donc, le premier film de John Singleton qui va ouvrir les yeux à tout le monde là-dessus, ça va être, selon moi, une réalité qu'on connaît. Tu sais, on l'entendait dans le rap de NWA, par exemple. Et là, tout d'un coup, on nous la met en image, c'est Boys in the Hood. Alors, moi, tu imagines bien que, étant africain, ayant grandi dans une communauté noire, et venant, comme je dis souvent aux gens ici, moi, je viens du ghetto en Afrique. Donc, c'est-à-dire que c'est niveau favela. Donc, quand nous, on découvre Boys in the Hood au cinéma, bon, déjà, il faut être... Moi, je parle vrai. Et la représentativité des Noirs au cinéma dans les années 80 était assez rare. Et on était encore au fameux cliché du quand le Noir meurt en premier. Oui, oui. Et ce film-là, Boys in the Hood, des films comme New Jack City, Menace to Society, etc. Mais Boys in the Hood était le premier à réellement avoir tout pour lui. C'est-à-dire, la photographie est superbe dans ce film. La mise en scène est parfaite. Le scénario, c'est un bijou. Les acteurs, tous, même Ice Cube, depuis, n'a pas réussi à réitérer une pareille performance. Il n'a pas réussi à faire mieux, non. Donc, c'est-à-dire que tous les acteurs... C'est-à-dire que quand tu regardes ce film, on découvre Cuba Gooding Jr. à l'époque, qui est le seul, en fin de compte, à avoir eu avec... Lawrence Fishburne, il tourne depuis ses 17 ans, donc c'est autre chose. Mais comme upcomer, newcomer, comme nouveau talent, le seul qui arrive vraiment à faire une grosse carrière derrière, c'est Cuba Gooding Jr. Je ne rentrerai pas dans le débat light skin stuff, mais surtout dans toutes ces performances, dans toutes les performances de tous les acteurs de ce film, aucun, à part peut-être Cuba Gooding Jr. quand il a joué le film avec Tom, je crois que c'est là où il joue le rôle d'une star du foot là. Ouais, Jerry Maguire. Ouais. Voilà. À part là, aucun acteur n'a réussi à faire une meilleure performance que dans ce film-là. Ça, c'est clair. Même Laurence Fishburne en perd. Tous les personnages sont texturés et tous les personnages, c'est pas des clichés. Ils ont tous un côté street, si tu veux, un côté ghetto et un côté... Regarde, c'est la vie que j'ai, là. J'ai pas d'autre vie, moi. Je peux pas déménager dans une suburbs demain. Je peux pas me trouver le travail comme tout le monde. C'était une réalité que, oui, on en entendait parler dans le rap, mais là, on le voyait et on se rendait compte que il y a une Amérique qu'on nous montre pas, quoi. Il y a une Amérique qui existe où la police est contre eux. Puis on voit la violence policière dans ce film-là. 30 ans avant que le terme violence policière soit utilisé dans un média, on est même quoi. Avant Rodney King. C'est avant Rodney King, Boys in the Hood. John Singleton a grandi dans ces milieux-là, puis je pense qu'il voulait montrer au monde, voici dans le milieu où j'ai grandi. Chez moi, c'était ça, quoi. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ce film à l'époque parce que, on s'est senti représenté et on s'est moins senti seul, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, alors pour te résumer, au Cameroun, en fait, quand tu es un jeune de mon quartier et que tu te fais arrêter même pour un contrôle, si tu n'as pas de quoi payer, au minimum, tu te fais balayer. C'est le minimum syndical, c'est de faire balayer et de faire tartiner un peu. Si tu as un truc pointu sur toi, tu finis en garde à vue du vendredi au lundi parce qu'on ne sort pas de garde à vue le week-end. Et à la garde à vue, tous les matins, on vous tabasse un peu. Histoire de. C'est l'Afrique. Donc, voir ça, nous, tu sais, petits négrillons d'Afrique qu'on était, s'est dit, en fait, les Noirs aux États-Unis, ils vivent la même chose que nous. La différence, c'est pas majeure, quoi. C'est ça, tu vois. Sauf qu'on s'est dit, ouais, ils ont des plus belles fringues que nous. Mais sorti de là, c'est kiff-kiff. Et ce qui était aussi intéressant dans le propos, c'était de voir les nuances de... C'est comme un layer cake. C'est-à-dire, tu as les nuances dans la même société,
dans le même groupe social, tu as des nuances, tu as des couches différentes. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont riches ou qui sont de classe moyenne voyaient à l'époque le ghetto comme un seul cake, sans se rendre compte que dans ce cake-là, ben, tu as différentes couches. Tu as le mec qui va travailler tous les matins, qui doit payer le crédit de sa maison. Tu as un père célibataire. Tu as une mère qui a fui ce monde-là et qui, pour pouvoir fuir ce monde-là, a dû sacrifier son fils. Et on ne te la diabolise pas. Non. En fait, ce que j'ai aimé dans le propos de Singleton par rapport à ça, c'est qu'il ne diabolise pas la maman. Tu as Doughboy, Ice Cube, qui lui est un produit de son environnement, et tu t'aperçois qu'en fin de compte, il n'avait pas le choix que de devenir ce qu'il a été, on ne lui a pas laissé. Il a juste suivi le courant qui était devant lui. Il est parti voler avec des potes, il s'est fait péter quand il était petit. De ce jour-là jusqu'à maintenant, il a une évolution normale. Ce que j'aime aussi dans ce film-là, c'est que tous les personnages ont une évolution logique. Il n'y a pas de miracle, en fait. Ben, on essaie de représenter la vie. Dans la vie, là, y a pas quelqu'un. C'est rare que quelqu'un te mette la main sur l'épaule puis d'un coup tu changes du tout au tout et qu'un mec comme Doughboy devient. Oui. Je sais pas moi, il finit dans le sanitaire, quoi. Non, sa vie, il a toujours su faire. C'est ce qu'il sait faire pour gagner de l'argent. Si le père, quand ils sont petits, si le père de Cuba Gooding Jr. n'est pas plus strict que la moyenne, tu n'obtiens pas Cuba Gooding Jr. adulte. Et il y a toutes ces couches sociétales, même au niveau féminin, et ça va jusqu'à te montrer le drive-by shooter, crazy drive-by shooter, qui s'en bat les couilles, qui tire juste pour tirer. Ouais. Et voilà. Après, honnêtement, je reviens encore là-dessus, mais chaque acteur livre dans ce film carrément la meilleure performance de sa carrière. Ah, c'est une leçon de direction d'acteur et de jeu. Là. Après, le mec a dû faire un casting en choisissant des acteurs qui savaient qu'ils seraient près du personnage. Quoi. Quand tu choisis Ice Cube pour jouer Doughboy, tu prends pas un énorme risque non plus. Quoi. Le mec sortait de NWA, etc. C'est ce que c'est. Mais encore une fois, les gens oublient, mais Boys in the Hood, c'est un coming-of-age story, c'est un teen movie. C'est juste que c'est un teen movie avec des thèmes extrêmement lourds, mais ça reste un teen movie. On suit l'histoire d'adolescents au tournant de leur vie, à la fin de l'école secondaire, et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. C'est pas un ça thème... commence avec ça. Ben oui, c'est pas un thème complexe, là. C'est un thème tout simple qu'on a vu 150 000 fois dans des films. C'est l'obtention de son degree, donc maintenant... tu dois choisir ce que tu veux être dans la vie. Il y avait quelqu'un qui me disait très souvent, quand j'étais plus jeune, il me disait, soit tu passes un tiers de ta vie à l'école à te faire chier, et les 2 autres tiers, tu as une chance d'être bien là d'où on vient, soit tu fais le con pendant le premier tiers, et les 2 autres tiers, tu vas te faire chier. Et c'est là où ils en sont. Donc tu as totalement raison de l'inclure là-dedans, parce que c'est vraiment un teen movie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'opposent à Menace to Society. Mais pour moi, Menace to Society, c'est un peu une suite. Ouais, ça n'a pas le même impact, parce que c'est un peu, ouais, on dirait que c'est Boys in the Hood 2. C'est exactement ça. C'est Boys in the Hood 2 avec les gentils qui sont partis. Et, le problème, justement, de Menace to Society, pourquoi moi je kiffe ce film, hein, je suis un fan. Mais pourquoi c'est moins universel? Parce qu'il n'y a pas de couche. Tout le monde est criminel dans Menace to Society. Kane, le héros du film, est un petit dealer qui braque d'autres petits dealers. Et c'est tellement... Ça n'a pas la subtilité de Boys in the Hood, ça n'a pas le répertoire d'émotions que tu as dans Boys in the Hood est beaucoup plus complexe. L'écriture n'est pas là. C'est ça. L'écriture n'est pas là.
c'est écrit comme un téléfilm et c'est mis en scène comme un clip. L'écriture est pas là. Même si c'est un film que je suis fan de ce film-là, mais pour moi, j'estime qu'on peut appeler Boys in the Hood du grand cinéma. Boys in the Hood est plus qu'un film d'ado. C'est un très grand film. C'est ça. Là où Comme Menace to Society je est juste dirais, un gangster movie. moi j'ai le même sentiment pour Pump Up the Volume. Pump Up the Volume est plus qu'un film d'ado. C'est un très grand film. C'est la différence, c'est qu'on dirait qu'à une époque, on utilisait le cinéma, OK, d'adolescents pour faire des films. Maintenant, et là, on va arriver à aujourd'hui, on a parlé de l'époque Singleton, c'est dur de juste parler de ça pendant une heure, mais quand on regarde aujourd'hui ce à quoi les ados ont le droit, aucun de leurs films d'adolescents ou très peu de leurs films d'adolescents sont basés dans la réalité dans laquelle on vit. Ils ont créé des dystopies comme Hunger Games, Divergente, Uglies, The Maze Runner, Le Cinquième Débarquement. C'est toutes des dystopies, OK? Où des ados se retrouvent à essayer de se rebeller contre un système dystopique, alors que nous, ce qu'on a vécu, c'est des gens comme nous, à notre époque, qui se rebellaient contre un système avec lequel il y avait des problèmes. Je vais te dire, c'est très bien que tu parles de dystopie. Le mot est très très bien choisi parce que je pense que la différence majeure, pardon, c'est que les films dont nous parlons sont des films qui ont pour but de divertir, instruire en faisant réfléchir l'adolescent. C'est-à-dire qu'on s'adresse à l'adolescent, mais on s'adresse aussi à son environnement. C'est-à-dire que le petit frère qui regardera le film comprendra peut-être mieux la condition de son grand frère qui lui est ado. L'adulte qui regarde Pump Up the Volume à l'époque, ou même maintenant, si moi j'ai des ados comme enfants, hein. Bon, j'en ai beaucoup, donc j'ai toutes les tranches d'âge, mais j'ai des ados, et j'en ai eu, et j'en aurai qui arrivent aussi. Quand tu regardes Pump Up the Volume, ça te permet de mieux comprendre l'ado que toi-même t'as été et que tu n'es peut-être plus, mais tu sais, on oublie vite. Et ça nous rapproche de nos enfants. Mais je pense que la différence majeure, comme je te le disais, c'était pour divertir, instruire et faire réfléchir, là où maintenant, le but est uniquement de divertir en faisant rêver l'ado. Ouais. Donc, ouais. il faut déconnecter l'ado du réel. C'est le but de ces films-là. Tous les films que tu as mentionnés ont pour but principal de le déconnecter d'abord au début du film, dans l'exposition même, dans la prémisse. Soit ça commence par une voix off qui t'explique que tu n'es plus dans la réalité, soit ça commence par des plans qui t'expliquent que ce n'est pas la réalité, c'est une réalité altérée. Donc du coup, on te met dans le postulat que full suspension d'incrédulité. Là, on n'est pas là pour te faire réfléchir, on est là pour te faire rêver. Et même si des films comme Hunger Games mettent du sous-texte caché sur la rébellion adolescente, etc., c'est du sous-texte trop caché, justement, et trop vague. Là où des films dont on parle, ils te le mettaient en pleine gueule. Pump Up the Volume te le met en pleine gueule. Boys in the Hood te le met en pleine gueule. Breakfast Club te le met en pleine gueule. Ils sont pas en train de passer dans un jeu de télé-réalité virtuelle dans un monde futuriste. Ils sont en bas. Ils sont dans le bus avec toi. Ils ont leurs problèmes sont réels. Donc à partir de là, s'ils réfléchissent, et si moi qui écris le scénario, je réfléchis, il y a des chances que toi aussi qui regardes, tu réfléchisses. Et c'est ça. C'est vraiment là où on s'est... Je sais pas ce qui s'est passé à un certain moment donné où on a décidé de prendre les ados pour des cons. On a décidé que tu sais, il y a eu la série Euphoria il y a quelques années qui se passait, qui passait son message à quelque part.
c'était très axé sur le cul, là. Alors que le cul, regarde, je connais pas la génération d'aujourd'hui, mais ça doit pas être plus important que à notre époque, là. Tout le monde veut baiser quand t'as 16-17 ans, là, c'est normal, là, ça fait partie de ta vie, là. La différence, c'est que nous, on cachait des magazines sous nos matelas et eux, ils Ouais, effacent leur ils ont historique, porno mais à c'est tout. gogo, quoi. Ouais, bon. Voilà, eux, ils effacent des historiques. C'est. Voilà. Mais On verra ce que ça donne dans 30 ans, ça. quand tu vois ce que ça donne déjà aujourd'hui. Exactement. Mais, tu sais, t'as eu ça, mais au cinéma, ils ont vraiment axé. Peut-être c'est parce qu'il y avait beaucoup de films de super-héros aussi qui s'adressaient également aux ados. Tu ajoutes à ça les films de dystopie de jeunes adultes qui s'adressent énormément aux ados. Et là, ils ont comme arrêté de faire des films d'ados sur les ados. Parce que moi, je m'excuse, mais Hunger Games, c'est pas un film sur les adolescents, là. C'est un film sur une fille qui vit dans une dystopie et qui va se rebeller contre la dystopie. Mais ce n'est C'est une pas. rébellion sociale sur fond de film d'ado. C'est tout. C'est ça. Et alors que les films efficaces, selon moi, ils doivent connecter avec les spectateurs. À quel point tu connectes avec le spectateur quand tu regardes Église? Oui, moi j'ai vu dans les commentaires, beaucoup de gens vont faire le parallèle avec Instagram, les filtres et tout. Puis je dis, OK, si c'est le parallèle que vous faites avec ça, ben, tant mieux pour vous. Mais en plaçant ça dans une dystopie, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pour montrer le ridicule de la situation actuelle. Le cercle vicieux dans lequel les adolescents d'aujourd'hui doivent se promener, quoi. Ça serait pas plus intéressant, ça serait pas plus frappant, ça serait pas plus drôle aussi, il y aurait pas des moments plus comiques, il y aurait pas des moments plus dramatiques. Ben, tu sais, alors je veux pas trop rentrer dans ce que moi j'ai écrit, mais comme je t'ai dit, il y a quelques mois, j'ai écrit une espèce de. C'est pas une comédie, c'est un, un film, pour moi qui est encore non genré, qui parle d'adolescents. Et ben, très simplement, dans tous ces films d'ados néo maintenant, que ce soit le film dont tu parles ou d'autres, euh, je ne retrouve pas les vraies problématiques que j'ai pu voir chez les adolescents, même ceux qui peuvent évoluer dans ceux dont tu lis des fois des choses sur Internet. C'est-à-dire que une gamine de 14 ans qui a ouvert un OnlyFans, des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs putain, ça mériterait qu'on en parle dans des films, ça. Ne serait-ce que pour sonner l'alarme auprès de nos gosses. Je Tu crois vois, pas que je crois pas que la détresse des jeunes actuels soit différente de la détresse que nous on vivait quand on a. C'est juste que nous on avait des athlètes puis on nous montrait justement des films qui ben putain je suis pas le seul à vivre cette réalité là quoi. c'est ça. Eux, si tu C'est-à-dire, crois que les réseaux sociaux, c'est la réalité, ça n'aura jamais le même impact qu'un film. Ça n'aura jamais le même impact qu'un bon film sur un sujet qui va amener de l'influence, qui va amener porter à la réflexion, comme Pump Up the Volume l'a peut-être fait pour moi à une époque, comme Breakfast Club l'a fait, comme Boys in the Hood l'a fait pour d'autres. Ces films-là ont un impact parce qu'ils représentent une réalité. Maintenant, j'ai l'étrange sentiment qu'on ne représente plus la réalité. On représente ce qu'on veut. On décide de montrer ce qu'on veut montrer. Tu sais, ils vont faire des films sur les réseaux sociaux, mais ça va être un film d'horreur d'1h15 avec un tueur sur les réseaux sociaux. On s'en fout. Ça va être de la merde. On le sait tous. Avant d'être arrivé, ça va être de la merde. c'est ça. D'ailleurs, tu le dis, là, je me suis fait Smile 1 et là, je vais me faire Smile 2 tout à l'heure. Et entre les deux, je me suis fait deux films. Un qui s'appelle Countdown et un autre, j'ai même oublié le titre, qui est, je crois, La Main, que j'avais vu au cinéma. C'est exactement ce que tu décris. D'ailleurs, Countdown, c'est un peu la même chose, puisque ils téléchargent une application qui leur dit quand ils vont mourir. Mais si tu veux, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que au lieu d'assumer, comme John Hughes le faisait très bien à l'époque, au lieu d'assumer de faire un film qui parle de ça frontalement et qui se revendique aussi un divertissement, maintenant, non. On va prendre un genre dans lequel on va essayer d'inclure des sous-textes et ça aboutit à la disparition du genre, en tout cas en termes de films corrects. Parce que les seules choses, je suis désolé, mais les seuls films sur lesquels je tombe
soit ça finit chez toi dans Dimanche Navet, soit ça finit au maximum dans Vendredi Nanar parce que le mec a pas fait exprès, tu vois. C'est... On est à une période où le cinéma se cherche quand vient le temps de parler d'une génération qui apparemment est mal comprise. T'sais, tout ce qu'on nous montre de cette génération-là, c'est le 1% de trans, de bisexuels. Ça, ils vont nous le montrer. Mais ça, c'est l'exception. T'sais. C'est comme des gothiques. Moi, j'en avais à mon école là, qui se maquillaient en blanc avec les yeux noirs. Puis qui... Il y en avait deux! Comme ça. Oui, mais c'est tout. Il y en avait deux! Il y en avait Nous, pas on avait 600. une hippie. Nous, on avait une hippie qui se lavait pas les cheveux, qui avait toujours des robes de grand-mère qui étaient cheloues. On en avait une dans tout le bahut. C'est pas sur elle que tu fais le film. Ben non, justement, ce qui serait intéressant, c'est... Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en face. Elle est juste Elle, si tu veux, déjà, même dans un film, elle a sa place, mais c'est pas son histoire qu'on veut connaître. Tu vois ce que je veux dire? Les exceptions font rarement des histoires intéressantes. C'est à travers la normalité du propos que tu vas développer une réflexion, puis une recherche, etc. Quand tu prends juste des exceptions, et j'ai le sentiment qu'ils font ça beaucoup parce que c'est plus facile d'avoir du pognon de Netflix, de Prime et tout ça pour faire un film sur un trans de 16 ans que de faire un film sur un ado normal qui veut juste tomber en amour avec une fille, réussir ses études et se casser de chez ses parents en allant à l'Uni, quoi. Alors, tu sais, Alfred Hitchcock est, je crois, le premier à l'avoir dit, et beaucoup de cinéastes ont repris ce concept, et j'en fais partie, en tout cas, quand j'écris. L'objectif n'est pas de montrer une personne exceptionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est quoi, il y a une semaine, on m'a proposé d'écrire un truc de super-héros pour un court-métrage, j'ai refusé. Parce que je ne veux pas écrire sur quelqu'un d'exceptionnel pour montrer la banalité. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est, comme le disait Alfred Hitchcock, de prendre une personne ordinaire à laquelle tout le monde peut s'identifier et la mettre dans une situation extraordinaire. Et c'est au travers de ça que tu peux rajouter layers. Man, tu rajoutes des couches, là. Tu rajoutes tes couches sur ton truc. Si tu veux que ton film ait comme thématique l'adolescence, la première règle, c'est de prendre un adolescent commun. Regarde, tous les films qu'on avait, là, The Faculty, tous ces films-là d'horreur qui étaient basés sur des ados, le personnage principal, en général, était l'ado de base. Avec une belle voiture. Et on étendait à son cercle d'amis qui, lui, contenait les exceptions. Ouais. Mais aujourd'hui, tu parlais de Hunger Games, la meuf, elle est, même dans sa pauvreté, elle est exceptionnelle. Elle a pas l'air d'une fille qui se lave les cheveux une fois par mois. Elle a pas l'air d'une fille qui se lave les cheveux une fois par mois. On s'entend. Non, voilà, voilà. Déjà, Jennifer Lawrence, là, c'est pas un ton, là. C'est pas un... Elle est déjà exceptionnelle visuellement, là. Quand elle arrive au milieu des pauvres, je suis désolé, mais tu vois qu'elle. C'est déjà quelqu'un d'exceptionnel en soi. C'est très simple. On parle technique vite fait, si tu le permets. En général, ton personnage, tu vas le faire sortir d'un ensemble de personnes. Donc, tu vas faire un plan d'ensemble et tu vas filmer des gens. Il y en a une cinquantaine. En général, on vous fait croire qu'il y en a 50, mais on en a 30. Et ils avancent. Et normalement, ton personnage principal, en général, il se confond dans cette masse jusqu'à ce que tu changes de focale et que tu le filmes lui. Le problème dans un Hunger Games, c'est que même dans le plan d'ensemble, tu la vois, la meuf. Si toi, t'es keuf et qu'on te met là, on te dit contrôle quelqu'un, tu dis, toi là, viens ici. Et ça, déjà, ça te montre l'exceptionnalité du personnage. Alors que, comme je te dis, moi, ce que je pense est une règle d'or pour tout ce qui est du cinéma en général, même dans un drame, si tu veux que ce soit intéressant, il faut mettre quelqu'un d'ordinaire dans une situation extraordinaire.
J'aimerais beaucoup voir aussi le cinéma pour ados d'aujourd'hui traiter la solitude. Nous, tu sais, Pump Up the Volume, c'est un autre exemple où on nous montre la solitude d'un gars, OK? Moi, je suis sûr qu'il y a une solitude de cette génération-là que notre génération ne peut pas comprendre parce que nous, le soir, on sortait et on allait voir nos potes. On ne pouvait pas leur parler sur notre putain de téléphone. On n'en avait pas. On pouvait pas communiquer avec eux via des applications. Il n'y en avait pas. Si on voulait voir nos potes, on faisait quoi? On allait les voir. Il y a une solitude qui doit venir aujourd'hui d'avoir 14, 15, 16 ans, tout seul dans ta chambre sur ton téléphone en train de parler à du monde. Mais t'es pas en train de leur parler. T'es sur ton téléphone, quoi. Pour moi, cette solitude-là est jamais exprimée non plus dans les films modernes. Mais tu sais quoi? La solitude que nous avions à l'époque menait à la réflexion. C'est-à-dire que quand tu te faisais chier, très souvent, tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais dans notre adolescence, il y a énormément de moments où on ne faisait rien et où on pensait. Et ça nous permettait de nous recalibrer un peu. Tu vois, moi, tout connement, des fois, tu vas penser à comment tu as parlé à tes copains la veille et tu vas te dire, ouais, c'est vrai que j'étais un peu, t'as vu, faut peut-être que... Et c'est comme ça que tu t'éduques tout seul. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'ont plus ce délai de réflexion-là. Ils occupent systématiquement leur cerveau avec d'autres choses. Tu vas voir. Tu as tout à fait raison. Et c'est toujours instantané. C'est boum, c'est sorti. Boum, je l'ai dit. Boum, je l'ai fait. Boum, je l'ai imprimé. Boum, tu sais, c'est continuel. Mais à travers tout ça, je ne veux pas les décourager, mais il doit y avoir une énorme solitude qu'on nous montre jamais. Ben, tu sais, déjà, en général, ce qu'on nous montre, c'est là où je blâme et là j'insulte littéralement tous les mecs dont j'ai vu les films qui traitent de ce sujet-là, c'est-à-dire l'interaction réseau social adolescent. Parce que systématiquement, on te montre l'ado sur les réseaux en interaction. Donc, il est occupé sur le réseau. Et ça, ce n'est pas la réalité. Parce que 95% du temps, l'ado est occupé à être spectateur sur les réseaux sociaux. Exact, également, oui. Ouais. Il lit, mais il ne parle pas. Il scrolle, mais il ne parle pas. Et ce qui reflèterait le mieux, selon moi, la solitude, ce serait d'arriver à déjà le mettre en image. Cet ado banal qui, en fait, scrolle, mais n'est que spectateur. Donc, non seulement lui enlever un temps de réflexion puisqu'on lui bourre le crâne avec ce qu'il voit, mais en plus, il n'a même pas d'interaction avec ce qu'il voit. Et ça, c'est la majorité des jeunes. La majorité des jeunes ne sont pas systématiquement en train d'interagir. Joseph, c'est pas un live, c'est pas un podcast léger, puis c'est un podcast que j'aimerais faire une deuxième partie avec toi à un moment donné sur 3 autres films. Pour des raisons de temps, je vais être obligé d'arrêter ça là, mais j'aimerais ça peut-être si la semaine prochaine on peut se recevoir avec 3 autres films qu'on va prendre et qu'on comparera peut-être à des films. Parce que dans les années 2000, n'oubliez pas qu'il y a eu la dernière phase de comédie qui s'est terminée, selon moi, avec Superbad. Là. Ça a été le dernier film d'ado qui était moindrement un peu intelligent en plus, et drôle et bien écrit. On parlera de Superbad en 2007, alors que moi, j'étais déjà plus ado en voyant ça, mais ça me faisait penser... ouais. Moi, j'ai kiffé. Mais j'ai trouvé ça très intelligent comme film, quoi. Bizarrement. Pareil. C'est con, mais c'est super bien fait. Et on essaiera de trouver d'autres titres de 2023-24, des années 2020. Et on essaiera d'en trouver un bon, au pire, pour la deuxième partie. On essaiera... je suis sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais t'as pas vu tel film, t'as pas vu tel film. » Et moi, je suis ouvert à... Je veux des bons exemples de films modernes qui sont pas une dystopie lointaine, là. Parce que moi, j'ai déjà vu Equilibrium il y a 25 ans, là. Ni un film d'auteur. Parce que je vois déjà les mecs qui vont nous sortir des films qui ont fait 15 000 entrées en France, là. Ouais. Non. Un vrai film, un truc où t'as envie de regarder, pas un truc, c'est une torture de 2h30, tu vois. C'est ça. Un film est supposé... Tu sais, pas l'histoire de Columbine, quoi.
de Gus Van Sant, où tu regardes quelqu'un marcher pendant 1h15. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un film qui est... C'est pas un film d'ado, ça. C'est un film d'auteur. C'est de l'art et essai, quoi. Donc, s'il y a des gens dans les commentaires qui ont des bonnes idées, que ce soit sur Patreon, sur YouTube, ou sur Spotify, bien sûr, ou sur Apple Music, parce que le podcast est disponible là, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Joseph, on peut toujours te revoir le samedi le samedi soir, le live du con. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, la chaîne du connard. Il y a toujours, c'est rempli de contenu. Le mec est une machine à faire des vidéos. Et j'ai bien aimé sa revue de Terrifier, son opinion de Terrifier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je l'ai pas aimé, il faut que je la refasse. Man, c'est compliqué, c'est Terrifier. Non, mais c'est pas ça. C'est que s'il y aurait une histoire, ça serait encore mieux, quoi. C'est juste, putain. C'est 4 films, Terrifier. C'est 4 films au total avec le premier qu'il a fait. Et c'est que Art qui se balade et qui bute des gens. Moi, j'ai pas de problème avec le gore. C'est pas quelque chose qui m'écoeure, etc. J'en ai vu plein de films comme ça. Je suis insensible. Mais mets-moi une histoire, quoi. Ben, tu sais, les gens comparaient ça avec Saw. Et comme je dis non. Parce que Saw, il y a une intrigue sous-jacente avec une progression dans l'intrigue. Là, tu commences au début, sauce tomate, tu finis sauce tomate. Et puis avec un milieu de gens qui parlent pour des trucs qu'on s'en fout, quoi. Donc voilà, les dialogues sont écrits par un maquilleur, quoi. Je pense sincèrement que les mecs s'en battaient les reins. Les dialogues, c'est-à-dire que limite, je me demande même s'il y a des dialogues. C'est-à-dire que je pense réellement que Terrifier, c'est écrit, genre, elle doit dire un truc qui veut dire ça. Et l'acteur, sur le truc, on lui dit, tu dis un truc qui voudrait dire ça. La situation, c'est celle-là, improvise. Parce qu'on dirait vraiment de l'impro, des fois. Mais bon, on en parlera une autre fois, putain, parce que... Voilà. En tout cas, moi, c'est une saga de films qui m'énerve des fois, là. N'hésitez pas à aller voir la chaîne du connard, bien sûr, avec Joseph. Vous allez vous amuser énormément. Moi, je vous dis, bien sûr, à la prochaine fois. Et soyez prudents. Hein. Avec vos ados, laissez-les se rebeller un peu. Ciao. Cheers.